Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart de midi et demi à 13h. Tout d'abord pour faire un point à la mi-journée, puis à 18h30 le soir, la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour, mais aussi pour décrypter les enjeux de marché. Au sommaire de cette édition, Joe Biden a dévoilé hier soir son plan d'infrastructure pour permettre aux États-Unis de contrer l'émergence de la Chine. Le plan de 2250 milliards de dollars prévoit donc de moderniser les infrastructures existantes aux États-Unis, mais également d'investir dans la transition énergétique, dans certaines technologies de pointe comme notamment les semi-conducteurs ou d'investir encore dans l'assistance aux personnes âgées. Un plan que Joe Biden veut financer en taxant principalement les entreprises avec une taxation qui passerait de 21% à 28%, mais avec cette volonté également de taxer les bénéfices réalisés à l'étranger des entreprises américaines. Un plan que Joe Biden veut financer via ce mécanisme sur 15 ans sans alourdir la dette des États-Unis, précise-t-il. Nous aborderons également avec nos invités la situation européenne avec ces PMI manufacturiers publiés ce matin qui sont au plus haut, traduisant une forte reprise donc de l'activité manufacturière au mois de mars. À en croire ces chiffres, la reprise donc est présente en Europe malgré les mesures de restriction qui s'accroissent. Nous en parlerons donc avec nos invités et puis nous nous intéresserons également aux valeurs qui font l'actualité à Paris avec notamment Atos qui souffre d'anomalies relevées dans les comptes de deux de ses filiales aux États-Unis. Mais nous aborderons également le cas de Solution 30. Solution 30 qui a été mis hors de cause par un audit indépendant commandé par l'entreprise fin 2020 à la suite d'accusations de participer à des opérations pouvant s'apparenter à du blanchiment d'argent. Solution 30 qui gagne environ 30% à la mi-journée après les déboires de l'entreprise qui avait divisé la valeur du titre par deux. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un résumé de l'actualité boursière du jour avec Eva Bensaadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Le CAC 40 poursuit sa hausse à la mi-journée. Les investisseurs sont prudents, mais les craintes sanitaires en Europe ne l'emportent pas sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a présenté en effet hier un projet de plus de 2000 milliards de dollars. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2000 milliards de dollars à la facture globale. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à la publication de l'indice ISM manufacturier pour le mois de mars aux États-Unis et dans l'attente demain, bien sûr, des chiffres officiels sur les créations d'emplois publiés par le département du travail. Les marchés semblent faire fi des nouvelles restrictions sanitaires alors que la France, elle, a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines, limitant les déplacements et obligeant les commerces dits non essentiels et les établissements scolaires à fermer. Une situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union européenne. En Allemagne, les ventes au détail se sont effondrées en février, fortement impactées par les mesures de confinement. Elles chutent de 9%. Les économistes tablaient, eux, sur une baisse de 6%. Bonne nouvelle, néanmoins, toujours côté européen, on constate une croissance record pour le secteur manufacturier. L'indice PMI pour l'industrie de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars. Du côté des valeurs, Sodexo fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe d'une marge d'au moins 2,5%. Claranova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce, qui génère un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23 millions d'euros. Et Vinci qui annonce un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concession de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie. Elle doit aussi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable. Solution 30 s'envole de près de 30% à la mi-journée. Un audit
indépendant a confirmé le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise. En effet, en décembre, la diffusion d'un rapport anonyme accusait Solution 30 d'être impliquée dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent. Atos, le géant informatique, lui plonge de près de 13% à la mi-journée. Les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur 2 entités juridiques américaines. Enfin, le marché pétrolier efface une partie de ses pertes de mercredi avant une réunion de l'OPEP+, qui pourrait reconduire une nouvelle fois les mesures d'encadrement de la production. Les cours du Brent oscillent à la mi-journée légèrement en dessous des $64. Voilà, c'était Eva Ben Saadi, donc, avec qui on est en fil rouge toute la journée depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Vous la retrouverez à 14h55 avant l'ouverture de Wall Street, puis à 18h30 ce soir dans Smart Bourse. Nous sommes à présent en plateau avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour. Mais également en duplex avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas Kosterg. Bonjour. Et on va commencer avec vous Thomas. On va commenter l'actualité récente et notamment le discours de Joe Biden hier soir avec son fameux plan d'infrastructure, un plan à 2250 milliards de dollars. Premier volet peut-être d'un plan global à 4000 milliards de dollars. Quelle est votre réaction face à ces annonces ce matin, Thomas Kosterg? Alors c'est un plan qui est moins impressionnant que le plan précédent. Je rappelle que les plans de relance s'enchaînent. On a eu 900 milliards au mois de décembre, on a eu 1900 milliards au mois de mars. Les derniers plans étaient vraiment concentrés sur l'année 2022 avec un effet de dépenses quasi immédiat. Alors que là on parle d'un plan d'infrastructure qui sera étalé donc sur 8 ans. Donc la dépense sera beaucoup plus étalée, mais également avec un effet hausse d'impôts, ce qui est nouveau, puisque les plans précédents étaient financés entièrement par le déficit et la dette. Là, on a un peu plus de soucis de balancer le budget, en tout cas partiellement, et donc il y a des hausses d'impôts avec un taux d'impôt des entreprises qui passerait donc de 21% à 28%. Donc ça, c'est aussi un côté un peu plus négatif, puisque ça pourrait éventuellement mener à une confiance des entreprises qui pourrait être un peu perturbée par ces changements d'impôts. Donc voilà, mais même si net, c'est un plan qui est évidemment important, qui est en net positif pour la croissance, mais la contribution à la croissance, notamment à moyen terme, sera plus basse que les plans précédents qui, eux, vont vraiment doper l'année 2021. On parle d'un rythme de croissance, à notre avis, d'autour de 6,5% de croissance. Donc une croissance dopée en 2021, mais à vous entendre, du coup, c'est plus dû au plan de relance plutôt qu'à ce plan d'investissement dans les infrastructures. Tout à fait. Et un bémol que j'aurais, d'une part, c'est qu'il manque des détails sur le plan d'infrastructure à proprement parler. On parle finalement, concernant les routes et les ponts, on est autour de 100 milliards de dollars, puisque en fait, le plan d'infrastructure à 2300 milliards de dollars est un plan qui inclut aussi beaucoup de choses non liées à l'infrastructure. Il y a du logement social, il y a un pan pour la care economy, c'est tous ceux qui s'occupent par exemple des malades, par exemple, donc, qui n'ont rien à voir avec l'infrastructure. Deuxième point important, l'infrastructure aux États-Unis, c'est aussi une question de contexte institutionnel et politique. C'est comment faire que les projets avancent, et notamment couper à travers les couches de bureaucratie. Et dans ce plan, il y a assez peu sur ce sujet-là. Il n'y a pas de réforme institutionnelle pour faire de l'infrastructure. Et ça, c'est un peu dommage. Par exemple, il n'y a pas de banque d'infrastructure comme l'a fait par exemple le Royaume-Uni récemment. Et ça, c'est des mécanismes intéressants pour faire que l'infrastructure arrive et que les projets se fassent. Ce n'est pas vraiment une question d'argent au final, l'infrastructure aux États-Unis. En tout cas, j'ai bien peur. Donc voilà, il y a quand même un risque que concrètement, les projets mettent du temps à décoller. Et aussi en termes de la méthode d'implémentation, aux États-Unis, on va se baser beaucoup sur les rabais d'impôts, sur les crédits d'impôts. Ce n'est pas forcément la meilleure façon que les projets, en tout cas, sortent de terre dès 2022. Alors on va parler du financement du plan dans un instant. Juste avant, vous parlez des difficultés peut-être à faire sortir ce plan. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que là, c'est un plan qui est annoncé par le président des États-Unis, donc du coup par le gouvernement américain, mais qu'ensuite, dans les faits, ça va peut-être plus dépendre des États également. Donc c'est là que vous identifiez des contraintes peut-être ?
Tout à fait, exactement, hein. Donc il y a plusieurs couches de bureaucratie aux États-Unis et la question c'est comment faire en sorte de couper à travers ces couches de bureaucratie et de faire que les projets évidemment sortent de terre. Un projet emblématique, c'est évidemment le fameux tunnel entre le New Jersey et la ville de New York, hein, sous l'Hudson, qui met du temps à arriver. Et ça, c'est des problèmes de politique, hein, plus que des questions d'argent. Donc c'est vraiment comment faire en sorte de mettre tous les acteurs autour de la table et focaliser l'attention sur le besoin de faire de l'infrastructure et de rénover les infrastructures existantes. Alors un mot maintenant sur le financement du plan, on l'a un petit peu abordé. Du coup, Joe Biden propose de réaugmenter la fiscalité sur les sociétés, de passer de 21% à 28%, fiscalité qui avait été réduite par Donald Trump, donc qui était passée de 35% à 21%. Il y a également cette envie de trouver des solutions pour taxer les bénéfices des entreprises américaines réalisées à l'étranger. Quel va être, selon vous, l'impact sur les marchés à court et moyen terme ? Alors, premier point, c'est qu'en net, on a des dépenses d'un côté, on a des hausses d'impôts de l'autre, mais en net, le paquet devrait être positif pour la croissance américaine. Et en plus, au niveau microéconomique, certains secteurs vont plus bénéficier que d'autres, évidemment les infrastructures, mais aussi tout ce qui est politique verte, hein, tournée vers le climat et les nouvelles énergies. C'est ça qui est donc voilà, niveau microéconomique, effectivement, du plan de Joe Biden, qui est cette notion de Exactement. transition énergétique. Oui. Voilà, alors on pourrait y revenir parce que certes aussi sur ce plan-là, on peut dire que les mesures sont assez mitigées et il faudra davantage pour arriver à net zéro carbone en 2050, comme est le plan affiché par Joe Biden, hein. Finalement, on aurait pu aimer un peu plus d'ambition du côté des énergies, puisque pour l'instant, on incite les Américains à acheter des véhicules électriques, mais on n'a pas de fin, en tout cas pas de fin actée pour les véhicules thermiques. Il y a encore un flou concernant le secteur du pétrole aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis produisent 11 millions de barils par jour, hein, de pétrole. Donc il y a le flou concernant ce secteur pétrolier. Bref, sur le plan purement énergétique, on aurait pu être plus ambitieux, mais on croit comprendre que Joe Biden devrait annoncer un nouveau plan concernant ce sujet de la transition énergétique au mois d'avril, hein. Donc potentiellement plus va être annoncé plus tard dans l'année. Donc on vous sent assez critique quand même, Thomas Kosterg, sur ce plan, avec cette idée qu'il y a l'effet d'annonce, mais que dans les faits, ça va être un petit peu plus compliqué, ou qu'on reste un petit peu sur notre faim. Si on revient sur le financement en tant que tel, du coup, cette hausse d'impôts et cette volonté d'aller chercher des recettes fiscales sur des bénéfices que les États-Unis pouvaient difficilement taxer aujourd'hui, quel impact selon vous ? Du coup, vous nous dites que plutôt positif quand même pour la croissance américaine ? Oui, au final, plutôt positif pour la croissance américaine, hein. Ce qu'on a vu ces dernières années, les baisses d'impôts de Trump n'ont pas dopé matériellement l'investissement physique. Donc, il est à penser que si on rehausse modérément les impôts, l'investissement physique ne va pas non plus souffrir trop. Surtout qu'au final, on est dans une économie où la demande est très forte. Elle a été dopée donc pour le coup, pour ce plan qui a été voté au mois de mars, qui va doper la demande et potentiellement avec un effet sur 2022 également, les entreprises vont réagir par rapport à ça et vont certainement produire davantage. Donc on est dans quand même un cercle vertueux de croissance. Voilà, donc ce plan et les hausses d'impôts ne devraient pas forcément perturber cette bonne perspective américaine au final. Donc j'ai envie de garder quand même un biais positif pour les perspectives américaines. Alors je vous propose de nous intéresser rapidement également aux taux, notamment au rendement à 10 ans américains, qui se sont tendus hier juste après l'annonce de Joe Biden, puis qui se sont détendus par la suite. Est-ce qu'il faut continuer à s'en inquiéter de cette hausse de taux, ou est-ce qu'on est sur un retour vers une normalité, Thomas Kosterg ? Alors, je pense qu'il faut toujours mettre la hausse des taux au regard de la croissance économique, hein, et notamment cette année, mais aussi les années suivantes. On est plutôt sur un bon trend de croissance économique, et donc c'est une économie qui peut absorber des taux d'intérêt plus élevés. Évidemment, il y a une limite, et cette limite est le fait qu'on sort d'une crise de la pandémie beaucoup plus endetté. Donc, au final, il y a quand même une certaine limite dans la hausse des taux d'intérêt, mais cette limite est beaucoup plus haute, étant donné la reprise économique. Donc au final, notre scénario, nous, c'est de se dire que d'ici la fin de l'année, les taux longs ont encore de la marge pour monter. Notre cible de fin d'année
c'est 2,1%. Donc on pense qu'on peut aller au-dessus de 2% sur les taux d'intérêt. Surtout que la Fed, la Réserve fédérale, n'a pas l'air de s'inquiéter pour le moment de cette hausse des taux, même si, encore une fois, j'insisterai, la hausse des taux n'est pas sans limite. L'économie américaine va commencer à souffrir si les taux montent trop brusquement. Et je pense qu'aussi la Fed, si on monte trop, la Fed ralentira le mouvement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, si je comprends bien, donc vous avez une vision à long terme sur cette hausse de taux, donc aux alentours de 2,1%, mais il ne faudrait pas que ça arrive dès le mois d'avril, par exemple, où là, ça deviendrait problématique. Tout à fait, exactement. Il faudrait, comme toutes les bonnes choses, il faut que ce soit en modération. Et pour finir, Thomas Kosterg, je vous propose de parler rapidement de l'emploi aux États-Unis, puisqu'on est sur une semaine de l'emploi. Le département du travail américain publiera ses statistiques demain pour le mois de mars. On a déjà eu l'enquête ADP qui fait ressortir 517 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Alors c'est moins qu'attendu, mais c'est quand même un plus haut depuis septembre. Quelle est votre analyse de la situation? C'est une bonne nouvelle selon vous? Oui, à court terme, alors ADP est un chiffre parmi d'autres, mais globalement, tous les voyants sont au vert à court terme aux États-Unis. Là, ce qu'on devrait voir demain dans le rapport de l'emploi, c'est une forte hausse de l'emploi dans les services, puisque l'économie de facto réouvre. Même si Joe Biden, au niveau officiel, la réouverture n'est pas avant Independence Day au mois de juillet, de facto sur le terrain, l'économie américaine est en train de réouvrir, tiré par les services qui ont souffert le plus pendant la pandémie. Et c'est donc les restaurants, le loisir, le voyage, tout ça, en tout cas le voyage domestique aux États-Unis est en train de bondir. Et donc ça va donner un très bon chiffre de l'emploi. Il est fort à penser demain pour le mois de mars. Et en plus, des chiffres qui resteront bons pour tout le printemps. Nous, on s'attend à une croissance économique aux États-Unis de 15% au deuxième trimestre. Voilà, donc on pourra suivre ça et notamment voir dès cet après-midi avec l'ISM manufacturier qui sera publié aux États-Unis. Merci beaucoup Thomas Kosterg pour cette analyse. Thomas Kosterg, je rappelle que vous êtes économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Et on continue à présent avec vous, Franklin Pichard. Rebonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, vous êtes directeur général de Kipling Finance. Alors, on va revenir sur ce qui a été dit sur le plan d'infrastructure aux États-Unis. Mais avant, on rappelle donc qu'on est le 1er avril. On est à la fin du premier trimestre 2021 avec un CAC 40 qui revient sur ses niveaux d'avant crise et donc avant mars 2020. Il est juste en dessous des 6100 points. Il essaye depuis 2-3 jours de l'atteindre. Quelle est votre analyse? On rappelle simplement qu'il y a eu une contraction sur les indices européens et puis d'un coup d'un seul, le CAC 40 a essayé d'aller sur les 6100 points. Il est un peu revenu, il a consolidé hier. Et puis là, on sent quand même cette volonté de l'indice. Oui, c'est ça. Rappelons-nous, il y a un an, le score était un petit peu différent. On perdait 26%. Là, le score de ce premier trimestre avoisine les 10%. Donc, la configuration effectivement a totalement changé. Pour le moment, par rapport à ce pic de 6110 touché l'année dernière, on sent que les investisseurs sont un petit peu inquiets. Jusqu'à hier, ils attendaient Joe Biden et Emmanuel Macron sur les mesures qui seraient prises en France. On voit qu'il n'y a pas eu de grosses surprises, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Donc du coup, les investisseurs sont un petit peu détendus ce matin. Et puis, ça vient d'être dit à l'instant, quand on voit qu'un cabinet comme une banque comme Pictet s'attend à une croissance de 15% sur le deuxième trimestre, eh bien, les investisseurs peuvent être tentés de revenir et de poursuivre leurs achats sur les marchés. Donc finalement des annonces qui sont plutôt positives, si je comprends bien. Est-ce que pour autant on peut s'attendre à un CAC 40 qui va continuer sur sa lancée ou il risque de s'essouffler quand même sur 2021 ? Non, on a rarement ou jamais, je crois, vu un marché qui montait de façon régulière et incessante tout au long de l'année. Et puis en plus, n'oublions pas qu'il y a quand même deux facteurs importants. N'oublions pas d'abord que les acheteurs finaux, que sont nos clients et les investisseurs particuliers, ne représentent que 2 à 4% des
les investisseurs finaux. Le reste, ce sont des automates, ce sont des hedges, ce sont des gestions alternatives fondées sur des algorithmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne se nourrissent que de volatilité et de variations sur les marchés. On peut avoir une très belle perspective des marchés qui doivent monter. On l'a vu au cours du mois de mars malgré tout. Dès qu'on vous parle de taux américains qui montent un petit peu, immédiatement, tous les marchés s'enrhument. Donc, on a besoin de prétextes pour faire corriger et créer de la volatilité. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir que les taux américains, du coup, se tendent. Les taux européens, finalement, pas tant que ça. Un tout petit peu au début, puis ils restent finalement sur leur niveau. Mais par contre, l'augmentation des taux américains a un impact direct sur les marchés européens. Exactement. Mais ça, on n'a jamais véritablement... On a tenté un petit peu, pendant une quinzaine de jours, de se décorréler des indices américains qui, quand ils baissaient, on voyait l'Europe qui se tenait plutôt bien et même très bien par rapport aux États-Unis. Là, maintenant, un peu, tout le monde se tourne vers Christine Lagarde en se demandant quand même, avec cette évolution des taux américains, on n'est quand même pas dans le même contexte en Europe. Bien sûr. Quelle sera la politique et que devra faire? Et on s'attend à ce que Christine Lagarde prenne la parole incessamment sous peu. Alors, si Christine Lagarde ne prend pas la parole, Philippe Lane, lui, le fait régulièrement. Il plaide pour une union bancaire, une union des marchés de capitaux. Il rappelle qu'il faut, aux États qu'il faut soutenir l'économie dans un contexte de plan de relance qui, lui, s'enrhume un peu aussi. Peut-être un petit mot sur le sujet. On suit un cours normal de bureaucratie à l'européenne, cette fois-ci, et non pas à l'américaine, comme on l'évoquait juste avant. Oui, c'est ça. On l'a vu pour les vaccinations, on les voit pour les plans de relance. On voit que quand Joe Biden a décidé d'envoyer un chèque aux Américains, dès le premier week-end, ces chèques étaient déjà dans les boîtes aux lettres des Américains. On voit qu'en France, en Europe, on a beaucoup plus de difficultés à mettre les choses en place. Ça a même été dit, là, quand on parle d'un tunnel à New York, on est confronté à des conflits politiques administratifs. Alors vous imaginez en Europe ce que ça représente. Donc oui, on aura cette croissance qui est là, qui est au rendez-vous. On le voit avec les indicateurs que nous recevons depuis maintenant plus d'un mois, 2 mois même. On va dans le bon sens, mais on n'y va pas à la même vitesse. Et par conséquent, on est obligé d'être plus méfiant et plus attentiste à l'évolution à court terme du marché. Alors on va dans le bon sens et là ça nous a été montré ce matin avec notamment les indices PMI manufacturiers pour le mois de mars. Alors c'est simple, sans donner des chiffres exacts, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou dans la zone euro, ils sont tous au plus haut. Il y en a qui sont au plus haut depuis 20 ans, d'autres depuis plus de 20 ans. On a l'impression que ça y est, on est sur une reprise en tout cas dans l'activité manufacturière qui est présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà dans l'après-Covid. Emmanuel Macron annonce des nouvelles mesures de restriction, mais c'est pas grave. L'économie, elle repart déjà en Europe. Oui, on se rend compte quand même que l'ensemble des décideurs politiques servent cette fois-ci, cherchent à préserver quand même l'économie et savent qu'à chaque mesure de confinement ou pseudo-confinement, on va toucher certains secteurs qui auront un impact de l'ordre de 10 ou 15 milliards ou, sur l'économie, là je parle pour la France, mais en tout cas, on ne s'achemine plus vers un arrêt brutal de l'économie et au contraire, on a des indicateurs de consommation, des indicateurs d'activité qui restent positifs et qui donnent envie quand même de croire à la sortie du tunnel. Franck Lapichard, donc on est à la fin du premier trimestre 2021. Qu'est-ce qui vous a marqué, les tops et les flops, peut-être des publications d'entreprises qui vous ont marqué? Alors au-delà même des publications, ce sont les anticipations qu'en font les gérants. On a vu des hausses de plus de 30% sur des titres comme Saint-Gobain, qui est un titre qui n'a rien fait pendant 20 ans et qui se réveille enfin parce que justement on investira des deux côtés de l'Atlantique dans les infrastructures et autres. Et Saint-Gobain enfin pourrait voir son jour de renaissance venir. On a en revanche des titres qui ont et des secteurs qui ont bien corrigé. Ceux-là, on les garde sous surveillance. On ne va pas les citer ici, mais en tout cas, ils nous ont pris un petit peu à contre-courant dans certains cas. Moyennant quoi, on reste positif et on choisit dans ces tops et dans ces flops ceux qui peuvent constituer des opportunités d'achat. Alors on va parler de 2 valeurs, il nous reste un petit peu de temps pour en parler. Tout d'abord, je vous propose de parler de Solutions 30. Alors Solutions 30, ça a pas mal défrayé la chronique, comme on dit. Je rappelle les grands éléments. Publication d'un rapport anonyme sur Internet qui met en avant les liens entre Solutions 30 et une personnalité assez controversée, et notamment des transactions qui pourraient être apparentées à du blanchiment d'argent.
S'en empare le fonds activiste Muddy Waters qui demande des comptes régulièrement à la direction de l'entreprise. La direction de l'entreprise nie, puis fait appel à un cabinet indépendant pour enquêter sur le sujet. Et le cabinet indépendant a publié son avis qui fait réagir le titre depuis ce matin. Et il met en avant, je cite, le caractère infondé et erroné des allégations. Je rappelle que Solution 30, c'était moins 50% au moment de la publication du rapport. Et c'est plus 30% ce matin. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Franklin Pichard ? Alors, ce qu'il faut en penser, c'est qu'effectivement, le titre flirtait et avait dépassé les 20 € au moment où tout allait bien. C'est une société qui connaît une forte croissance, un excellent développement. Et puis est arrivé cette nouvelle, ce dossier anonyme. Alors, je rappelle peut-être juste que Solution 30, c'est l'entreprise qui installe notamment les compteurs Linky ou également la fibre optique. Exactement. Et donc, là-dessus, s'en est emparé ce fonds activiste Muddy Waters, comme vous le citez, qui est très connu dans les milieux financiers. Par conséquent, on n'a pas pu être totalement fermé à ce qui était écrit. Et le titre a effectivement dévissé de même largement plus de 50%. On était tombé à 7-8 €, je crois. Et puis, depuis le début de l'année, le titre évoluait autour de 10,50 € selon les jours. Là, il repasse à 13 €. Donc, effectivement, beaucoup considèrent que le problème est réglé. Il y a quand même Deloitte dans la boucle en tant que cabinet indépendant. Donc, ça donne quand même une certaine marge de sérieux à cette analyse. Et je lisais ce matin, par exemple, un broker comme Odo, qui a comme objectif 17 €, même s'il considère qu'à très court terme, certains gérants vont se positionner, vont sortir, d'autres vont rentrer. Ça va y avoir il va y avoir beaucoup de volatilité. Bien sûr. Exactement. Et en revanche, se remettre à l'achat sur ce titre-là, sur peut-être un léger repli par rapport aux 30% si on le voit, avec des objectifs de 17 € sans attendre trop rapidement ce retour à 20 € qui étaient les cours d'avant le problème. Et un mot pour finir, il nous reste un peu moins d'une minute, sur Atos à présent. Atos qui, lui, recule ce matin. Il perdait 14% avant le début de cette émission. Alors lui, c'est à cause de l'annonce d'anomalies dans les comptes de 2 filiales américaines qui pèsent à peu près pour 11% de son chiffre d'affaires. Et donc les commissaires aux comptes qui émettent une réserve. Qu'est-ce qu'il faut en penser là aussi ? C'est des comptes qui restent certifiés quand même, mais avec cette réserve. Oui, c'est ça. Quand on vous parle de contournement des contrôles internes et puis des erreurs comptables, les boursiers et les investisseurs n'aiment pas du tout. On n'aime pas du tout. Donc, typiquement, et nous, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, il y a déjà 1 ou 2 mois, on avait fait l'arbitrage, on avait quitté Atos, on était allé sur leur ancienne filiale sur Worldline. On est pour le moment toujours positionné sur Worldline et on n'a pas envie de revenir sur Atos dans l'immédiat. Ceux qui en ont vont surveiller, voir l'évolution, mais comme vous le disiez très justement, le problème ne concerne que 2 filiales qui représentent un peu plus de 11% du chiffre d'affaires global. Il n'y a quand même pas péril en la demeure, mais c'est vrai qu'Atos n'avait pas besoin de ça. Le titre avait été suffisamment maltraité avant. Il n'avait pas besoin de cet événement supplémentaire. Voilà, donc à suivre, même si effectivement il n'y a pas péril en la demeure, comme vous nous le disiez. Merci beaucoup, Franklin Pichard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30.